quiconque le voit dit que oui, il est là pour moi. Il ne faut pas oublier que le corona a toujours existé, c'est la maladie des animaux. Et il y a un grand procureur qui m'a appelé à la Gombe pour me dire nous sommes des escrocs, messieurs. Ce qu'il a fait, c'est la reste historique parce que nous avons assisté à un passage civil de pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Les gens de La Fontaine, travaillez, prenez de la peine. Bonsoir et bienvenue dans Perspective. Perspective d'aujourd'hui va s'étendre sur plusieurs questions vu l'abondance de l'actualité. Nous allons parler, entre autres, du 4e procès dans l'affaire Vital Kamerhe et consorts. Nous allons parler également du déconfinement de la Gombe. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est temps que l'on puisse déconfiner la commune de la Gombe à l'égard du nombre des contaminés, des cas positifs? Nous parlerons, si le temps nous le permet, de l'examen d'État et du TENAFEP parce que le gouvernement officiellement pense que les finalistes du secondaire et du primaire doivent absolument passer leur examen des fins d'études. Pour les uns, des fins d'études secondaires, examen d'État. Pour les autres, du TENAFEP, test national de fin d'études primaires. Nous parlerons également, si le temps le permet toujours, de l'affaire Jean-Marc Kabound à Kabound, qui, comme on le sait, est le président par intérim de l'UDPS. Et mon invité est un cadre de l'UDPS, je vais vous le présenter tout à l'heure. Nous parlerons également de l'affaire Tambwe Mwamba et tout naturellement de l'affaire Mukuna. Je reçois donc sur ce plateau M. Norbert Yamba Yamba. Bonjour Monsieur Norbert. Bonjour. Vous êtes donc cadre de l'UDPS et président de la nouvelle vision panafricaniste. Vous êtes également consultant international sur la question du développement et de décentralisation. Vous êtes aussi secrétaire général de l'Afrocentricité internationale, section RDC. Tout à fait, tout à fait. Je suis content, comme d'habitude, quand je vous reçois, et vous êtes, je le dis, cadre de l'UDPS, et nous allons parler, entre autres, de relations entre l'UDPS, le cash, d'une manière globale, et les FCC. Tout à fait. Alors, première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez l'impression que l'alternance intervenue en 2019, en décembre 2019, c'est l'alternance attendue par le peuple congolais? D'abord, merci Luc pour l'invitation. Il faut dire qu'il faut un parcours de combattant pour arriver ici avec toutes les mesures exigeantes par rapport à la pandémie. Voilà. Et, merci bien pour avoir pensé à moi. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Alors pour revenir à votre question, est-ce que je suis content ou quelle est mon appréhension par rapport à l'alternance? Vous savez Luc, si on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. On a souhaité l'alternance, on a voulu qu'un projet remplace un autre projet. Et vous savez que pour un projet remplacer un autre projet, il faudrait un certain nombre d'ingrédients qui accompagnent naturellement cette vision. L'ingrédient suppose que voilà, l'UDPS qui gagne les élections présidentielles. Mais or, vous savez que nous sommes dans un système, dans un régime parlementariste rationalisé, c'est-à-dire en fait c'est le Premier ministre qui rencontre, presque un régime parlementaire en fait, hein, parce que c'est le Premier ministre qui rencontre au Parlement et le président
Voilà. Et donc, le Premier ministre, lorsqu'il y rencontre au Parlement, il est choisi par la majorité parlementaire. Et c'est cette majorité parlementaire qui met en place un programme gouvernemental. Malheureusement pour nous, nous avons un président qui gagne les élections présidentielles. Les élections législatives sont gagnées par une partie adverse. La force à laquelle il était opposé. Bien entendu. Et lorsque vous regardez les différentes provinces, en tout cas aujourd'hui c'est 24 provinces sur 26, occupées par l'UFCC qui était notre rival principal. Et donc, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les assemblées provinciales, entre le maire. Et vous savez qu'aujourd'hui, les responsables des villes ne sont pas changés. C'est FCC, le responsable. 145 territoires, vous imaginez. Nous avons près de 478 secteurs et 267, j'allais dire, des chefferies, etc., occupés et des cités occupées par l'UFCC. Donc, on peut dire que 24 provinces sur 26, et puis, croyez-moi, 1437 entités territoriales décentralisées occupées essentiellement par l'UFCC. Alors maintenant, qui cherche l'alternance? Quel est le projet qui remplace quel projet? Ça devient un problème. Et c'est comme ça que dans ce genre de situations, ceux qui sont censés, justement, gérer la République, acceptent véritablement de faire chemin ensemble. Raison pour laquelle, bien que nous avons gagné les élections présidentielles, bien que le président soit le président du Conseil des ministres, etc., étant donné que nous n'avons pas la majorité parlementaire, étant donné que c'est le FCC qui a une majorité au sein du gouvernement, nous avons accepté volontiers, n'est-ce pas, de construire la coalition. Parce que nous estimions que nous devons payer le droit à la contestation pour dire plus jamais ça. Les Congolais ont été les dénons de la face, non seulement en termes de régime qui se sont suicidés, mais également en termes de la politique qui a régenté la République. Et que le Congolais, au moins maintenant, parce que tous les avantages, n'est-ce pas, tous les intérêts du Congo se sont reposés sur l'élite politique, et que maintenant, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, qui a fait plus de 30 ans à l'opposition, et qui porte, n'est-ce pas, une vision, une offre politique, ensemble avec le FCC, bien qu'ayant porté quelque chose qui a pratiquement animalisé l'ensemble de notre peuple, on pouvait faire quelque chose. Mais croyez-moi, il y a des douleurs d'enfantement, il y a des gens qui n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage, il y a des gens qui ne veulent véritablement pas s'accommoder par rapport à la dynamique, et nous avons des difficultés. Est-ce que vous avez l'impression que, disons, cette coalition, ça marche? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Est-ce qu'il y a encore des ingrédients qui manquent pour que vraiment la mayonnaise prenne? Non, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train, par l'entremise de notre président, en train d'assurer la persuasion pour drainer tout le monde autour de l'idéal commun, qui est celui véritablement de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Et je sais, comme je vous l'avais dit, qui ont des douleurs d'enfantement, mais nous avons posé déjà le premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Nous sommes en train véritablement d'avancer. Là où je regrette, c'est que quand j'écoute les journalistes, j'écoute l'opposition, la Mouka, j'écoute même les gens du FCC dire que voilà, aujourd'hui, l'UDPS a le pouvoir, on ne fait rien, voilà, vous avez trop critiqué, on vous a donné le pouvoir, etc. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est donc, ça montre véritablement que nous avons des intellectuels adolescents. Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous voulez véritablement orienter une critique sur quelque chose, il faut analyser les contextes, il faut analyser les dispositions législatives, il faut analyser les arrangements institutionnels, etc. Or, c'est très clair qu'aujourd'hui, c'est le FCC qui a la majorité au Parlement, c'est le FCC qui a 65% de ministres, malgré que nous sommes ensemble, le FCC a difficile à accepter que nous constituions véritablement une coalition, nous constituons une équipe d'ensemble, et que nous avons un seul entraîneur, et que nous avons intérêt de suivre cet entraîneur pour que nous puissions véritablement réussir. Alors, tout cela faisant combine, personne ne regarde
toutes ces douleurs d'enfantement, orientent la critique vers l'UDPS comme si l'UDPS était incompétente et ne peut pas véritablement changer la situation dès lors qu'il y a des pots de banane sur le chemin de parcours. Et donc, et ça, je considère ça comme une malhonnêteté intellectuelle. Et même si les journalistes ne comptabilisent pas ça, si la MOUCA ne comptabilise pas ça, si le FCC ne comptabilise pas ça, moi je dis nous n'avons pas d'élite et on a difficile véritablement à s'en sortir. Vous êtes en train d'incriminer les journalistes, les autres, ainsi de suite. Mais est-ce que, finalement, vous, de l'UDPS, vous vous êtes rendu compte que la réalité de l'opposition, c'est-à-dire comme acteur de l'opposition, est différente de la réalité de l'homme au pouvoir. Maintenant, l'UDPS est au pouvoir. On est au pouvoir, on n'est pas incompétent, on a un projet, on a un horizon politique, on a une offre politique, on est capable véritablement de matérialiser. Mais nous avons une difficulté. La difficulté se pose au niveau de l'arrangement institutionnel. Quand je parle de l'arrangement institutionnel, c'est-à-dire comment on est organisé sur le plan politique. On est organisé par le fait que celui qui gère la République, c'est celui qui gagne les élections législatives. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons que 35 députés, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a une grande majorité qui est là et qui a accepté véritablement de travailler avec nous. Et qui aurait pu véritablement avoir l'attitude, les comportements, l'état d'esprit de la coalition. Mais qui souffre un peu dans le sens de s'acclimater, de s'accommoder par rapport à cette dynamique. Et nous disons que nous ne pouvons pas nous lamenter, nous ne pouvons pas nous pleurnicher. Nous allons, et c'est d'ailleurs le rôle de chaque leader, lorsqu'on est en situation difficile, les meilleurs leaders s'évaluent en fonction véritablement des atrocités du système. Le président de la République est en train de faire les arbitrages. S'il n'était pas exceptionnellement compétent, je crois qu'on n'arriverait pas jusqu'aujourd'hui. Il est en train véritablement de gérer les émotions, il est en train de gérer les différents comportements, il est en train de ressouder les coudes, il est en train de recentrer le débat et il est en train de passer petit à petit. Mais nous sommes en train là de construire un état de droit. Vous avez les effets, ça fait une année et nous sommes en train d'avancer petit à petit malgré que beaucoup d'entre nous n'avons pas véritablement les cœurs dans l'ouvrage. Vous parlez de l'état des droits. D'aucuns pensent que le procès Caméré et consorts dont je parlais dans le sommaire de cette émission, c'est un des éléments de l'avènement de l'état des droits. Est-ce que vous, monsieur Norbert Yamba, vous avez l'impression que le procès Vital Caméré avance bien? Nous en sommes déjà au 4e procès. À la 4e séance, vous pensez qu'avec toutes les révélations faites pendant les 4 séances, vont véritablement conduire ce pays vers un état véritablement de droit? Non, ce n'est pas une action qui conduit un état de droit. L'état de droit, c'est un état, c'est un devenir devenant. Et donc, c'est un processus. Et nous avons besoin des actions. Nous avons besoin qu'il y ait la primauté de la loi. Nous sommes dans le processus de construction d'un état d'esprit qui permet de comprendre que c'est la loi qui est au-dessus de tout le monde. Et que chacun de nous puisse avoir la culture de faire attention à la loi. Et ça, c'est la responsabilité que l'UDPS s'est construite justement pour que cet état de droit s'installe dans notre pays. Les effets que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sont assez éloquents. Jamais les 20 dernières années, on a assisté au défilé des ministres en fonction se faire entendre devant les juges, qu'on appelle juge de la cour d'appel ou juge de grande instance, etc. Ça n'est jamais arrivé. De deux, c'est difficile de voir un gouverneur de la banque se présenter, c'est difficile de voir un directeur de cabinet d'un président de la République être en prison, etc. Ça, ce sont des effets. Et le Congo et les Congolais devraient comptabiliser ça dans l'actif du président Félix Antoine Tshisekedi, qui, visiblement, aujourd'hui, a la volonté volontariste de construire un état de droit qui aurait des retentissements sur tous les citoyens congolais. Ça, on ne comptabilise pas. On croit que c'est vraiment de
de la facilité. Ah non! Tout ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, c'est le début de la construction d'un état d'esprit, le début de la construction, c'est pas de la primauté de la loi, et c'est le début de l'élévation de notre pays. Si dans l'hypothèse, nous allons jusqu'à la fin, et que les gens soient sanctionnés sur base d'une justice juste, on aura fait un bon bondissement, on aura réalisé quelque chose d'exceptionnel. Parce que, croyez-moi, le Congo a des difficultés aujourd'hui. Toutes les générations sont brûlées. Toutes les générations sont brûlées. Nous avons acquis depuis des années, je crois que ce sont des maquetas, des attitudes matérialistes, mercantilistes, clientélistes. Et ça, c'est dans toutes les générations, quel que soit leur âge. Et donc, nous sommes là en train de vouloir faire une déprogrammation mentale en mettant en place des garde-fous. Et le vrai garde-fou, ce sont les cours et tribunaux. Et le président est en train de travailler pour les responsabiliser, pour requinquer tous les services de dissuasion, de manière que chaque service puisse véritablement jouer sa partition, et de cette partition qu'on va mettre en place un système de surveillance mutuelle, et ce système va pousser véritablement à la performance des institutions. Et ça, c'est dans l'actif du président Tshisekedi. Il n'y en a pas eu avant. Très bien. Est-ce que maintenant, vous me répondez en tant qu'intellectuel, et si vous pouvez y mettre un peu plus d'objectivité, vous avez l'impression que ce procès de Vital Kamerhe va se terminer avec l'acquittement ou la condamnation ou l'inculpation de M. Vital Kamerhe? Non, non. Quand on fait des prédictions, quand on fait des préconisations, c'est qu'on remplace la justice et on croit que la justice est instrumentalisée. Comment moi je peux vous dire et vous rassurer? Mais vous suivez les séances, mais séance après séance. Vous pouvez déjà vous faire une opinion de la manière dont les choses sont menées et comment elles peuvent aboutir. Luc, d'abord, je ne suis pas juriste. Deux, aucun juriste, même un avocat, ne peut pas remplacer le tribunal. Et vous suivez de temps en temps quand le président du tribunal dit on va tirer toutes les conséquences. On va tirer toutes les conséquences. Toutes les questions que vous voyez les gens poser, ce ne sont pas des questions hasardeuses. Quand on pose une question, moi, pour toute personne intelligente, comprend où est-ce qu'ils veulent aller. Et la tendance générale, c'est que chacun véritablement joue sa partition. Il y a le parquet qui accuse, qui défend les intérêts de la République. Il y a les avocats de la République. Il y a les avocats de la partie civile. Et je pense que nous sommes dans une logomatie, une dispute sur les mauvais d'idées. Et on verra quel sera véritablement l'aboutissement du procès. Mais je ne saurais pas vraiment vous prédire quels seraient les résultats. Sinon, alors, c'est la robotisation. Mais vous pouvez quand même me dire si vous, personnellement, à titre personnel, si vous êtes satisfait de la manière dont le procès est en train d'évoluer. Oui, voilà, donc je vois que toutes les parties ont la liberté d'émettre leur point de vue. Je vois une sorte de gestion des contradictions. On aura vraiment posé un premier pas, je crois. On aura mis en place un premier jalon. Et je crois qu'il faut encourager les magistrats qui ont connu des systèmes assez controversés, où les magistrats étaient robotisés, étaient instrumentalisés, etc. Aujourd'hui, ils sont en train véritablement d'affirmer leur leadership. Il faut leur donner cette opportunité. Il faut leur donner ces bénéfices des doutes. Il faut les encourager parce que nous savons que la justice élève une nation et donc on verra au bout des comptes quelle sera véritablement la finalité. L'idéal qu'il faut tirer aujourd'hui, c'est que tout un chacun, je vois même les journalistes, nous les hommes politiques, même quand on est à la télé, les gens commencent à se censurer de dire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, les gens se disent, mais si je dis ça, est-ce que j'ai des preuves? Voilà, ça construit. Vous savez, il y a une imbrication incidentielle quand on regarde ces choses-là. Il y a ce qu'on appelle des externalités. C'est-à-dire, oui, le tribunal, le procès s'est fait en direction des prévenus, ça c'est évident. Mais il y a des externalités qui persuadent les uns les autres, qui deviennent des garde-fous dans les comportements et qui modifient véritablement la culture de la population, etc. au regard de ce que représente la justice. Parce que croyez-moi, même dans tous les pays qui ont fait des progrès, etc., la justice est respectée. Et c'est la justice qui fait respecter l'État.
etc. Si la justice est en deçà des hommes politiques, donc le pays ne va pas avancer. C'est très important. Aujourd'hui, je pense, c'est le début du commencement. Ces magistrats ont été habitués à recevoir des instructions. Aujourd'hui, ils sont en train de s'assumer. Voilà. Laissez-les. Ils sont en train aussi d'aller et de regarder. Est-ce que ça, ce sont les difficultés du parcours, mais finalement, ça va se cristalliser jusqu'à ce qu'ils vont comprendre que personne n'est derrière eux pour leur donner des instructions et qu'ils doivent affirmer qu'ils ont passé au minimum 5 ans à l'université et qu'ils ont droit véritablement de se faire respecter. Très bien. Je vous promets que je vous ferai revenir sur ce même plateau, si Dieu nous donne vie, pour que, au bout de ce procès, vous puissiez donner votre jugement, comment vous aurez trouvé les déroulements de procès, etc., etc. Je ne joue pas au divin, je ne peux pas non plus prédire, mais je dis qu'il y aura toujours des douleurs d'enfantement, on n'aura pas le résultat à 100%, mais au moins, ce que nous sommes en train d'observer. Attendons de voir. Voilà, attendons de on voir. verra que les choses sont en train d'avancer. Quel est votre point de vue sur les déconfinements de la Gombe? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que on a vu même dans le pays où on a décrété les confinements, que finalement, ils se sont rendus compte que non, le virus ne sera pas exterminé, on doit apprendre à vivre avec. Ils ont commencé les déconfinements. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, on parle du déconfinement de la commune de la Gombe. Comment M. Yamba Yamba a-t-il ou perçoit-il ce déconfinement qui est pour l'instant un projet? Oui, voilà, donc le président de la République avait déjà discuté avec les membres du gouvernement sur cette opportunité, sur cette question, c'est pas des déconfinements de la Gombe. Vous savez que la ville de Kinshasa a 24 communes. Bon, l'épicentre de la maladie, c'était la Gombe. Mais tout ce temps, c'est depuis le 8 mars que les premiers cas de la pandémie a été identifié. Je crois le 10 mars. Depuis le 10 mars, tout au plus. Et puis, bon, on a mis en place un certain nombre de dispositions. L'idée, en fait, c'était de mettre en place un schéma opératoire pour maîtriser véritablement le processus. Des mesures ont été éditées. J'ai suivi hier le ministre de la Santé qui parle d'autres enjeux de communication, etc., pour être plus proche de la population, etc. Et donc, ce qu'on a vécu à la Gombe, l'augmentation également des dispositions de dépistage, etc., la recrudescence des liens de dépistage également, les médicaments et compagnie, etc., montrent très clairement que on peut éviter le pire. On peut éviter le pire, surtout qu'on est dans un environnement tropical où la température est très élevée. Et il est même prouvé que bon, la température joue sur la survie véritablement du virus. C'est que très clairement, nous ne pouvons pas tout paralyser. C'est comme ça qu'il y avait au niveau du gouvernement. Et donc vous pensez que les déconfinements, non pas seulement de la commune de la Gombe, même du pays dans son ensemble, est une opportunité et que c'est une nécessité pour l'instant. Mais tout en maintenant véritablement les mesures de précaution. Les mesures de précaution doivent être maintenues. Aujourd'hui, Luc, tu es là avec ton masque, moi j'ai le mien. Voilà. Personne ne nous contrôle, mais nous avons pris conscience. On a même cristallisé cette façon de voir les choses. Tu vois. Donc, on continue à maintenir les mesures de précaution, etc. Mais entre-temps, on relance les activités. Parce qu'il ne faut pas non plus ne pas mourir de corona pour mourir de faim. L'État a beaucoup de défis, il y a des dépenses à réaliser, etc. Nous sommes partis sur un projet de mobilisation des recettes jusqu'à 11 milliards. Et cette maladie, dans les 3 mois, ça nous a beaucoup endommagé. Il faut donc qu'on puisse déconfiner tout en maintenant véritablement les mesures de précaution. Cela va nous permettre de sauver à la fois les gens du corona, mais également construire la prospérité économique qui sera l'ouvrière
des différents défis que nous avons pour que nous puissions véritablement nous en sortir devant cette situation. Est-ce que vous pensez que avec les déconfinements de la Gombe, ce sera une voie qui pourra donner lieu à l'organisation de l'examen d'État et du TENAFEP dans notre pays? Bon, les examens d'État, c'est un devoir obligatoire. Mais vous savez, lui, qu'il y a des dispositions, en fait. Hein. Parce que j'ai entendu les gens dire, mais écoute, mais on voudrait organiser les examens d'État, même si le ministre a parlé au conditionnel. Parce qu'il dit, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Il y a une série de ça dépend. Les gens ne comptabilisent pas ça, ils voient simplement que non, il y aura examen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même à l'université, moi j'enseigne. Lorsque vous avez un cours de 30 heures, et si vous pouvez travailler, vous avez déjà fait les 2 tiers, c'est que vous êtes censé bénéficier les frais des 30 heures. Voilà, c'est ça. Et donc, à l'école secondaire, j'insiste beaucoup, on a fait déjà le 2 tiers de la période. Et il n'y a pas que ça. Il y aura des dispositions qui seront prises. Donc vous pensez que les diplômes qu'on va décerner aux finalistes, mettons, de la 6e année et même de la 6e primaire, seront valables parce que les élèves auront suivi les 2 tiers. Les 2 tiers des enseignements. Mais il y aura une petite période conservatoire, on va leur donner pour accélérer naturellement, pour qu'on termine le programme. C'est aussi obligatoire. Mais ça, c'est le ministre, avec les différentes commissions techniques qui analysent et qui vont présenter au gouvernement et ils vont en discuter. Rien de tel n'est encore pris. Alors, en objectivement, est-ce qu'il y aura des conséquences sur le plan de la formation? Vous êtes enseignant. Est-ce que la formation sera solide, une solidité telle qu'on l'aurait voulu en temps normal? Ce sont des mesures conservatoires. Je vous ai dit que, bon, déjà, le principe, on lève l'option sur le principe que les examens d'État doivent avoir lieu parce que les 2 tiers des cours ont été donnés. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on s'est dit, les 2 tiers ne suffisent pas. Est-ce que nous n'avons pas encore un temps nécessaire qui permette d'accélérer les enseignements avant que ces examens interviennent? Et donc, les équipes de travail, par rapport à ces opportunités, ils vont finalement donner les modalités pratiques de cela. Donc, on ne va pas dire, venez simplement au mois de juillet présenter l'examen. Ah, mais non, nous sommes au mois de mai, nous avons consommé 2 mois, et mais on peut y mettre minimum de temps pour dire, accélérons pour ceux qui n'avaient pas avancé. En tout cas, moi, je me rappelle bien quand nous, on était au collège, déjà au mois d'avril, on avait tout terminé les programmes. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on ne va pas dramatiser sur cette question. Le ministre de l'enseignement est suffisamment outillé parce que c'est un professionnel. Il est avec son vice-ministre. Je le vois se débrouiller comme il se doit. Je pense qu'avec les communautés de parents, notamment, ils vont voir dans quelle mesure, et encore que cela soit validé par le Conseil des ministres, etc., pour qu'il y ait une discussion florissante et agissante qui permette de pouvoir lever un certain nombre d'options correspondantes. Très bien. Alors parlons maintenant, si vous le permettez, de l'affaire Jean-Marc Kabound, déchu du perchoir de l'Assemblée nationale, parce que il a fait une déclaration sur un montant de 7 millions de dollars américains pour organiser un congrès, semble-t-il. Est-ce que la déchéance de Jean-Marc Kabound, ce n'est pas l'expression de ceci que l'UDPS ne pèse pas beaucoup? Voilà son élément qui était au perchoir de l'Assemblée nationale est facilement débouté. Est-ce que cela ne crée pas un précédent dans l'avenir de ce pays? J'ai 2 éléments. Le premier élément, il est fondamentalement technique, et l'autre élément, ça sera politique. Technique. Commençons par les techniques. Vous savez, lorsqu'on est dans une démocratie, et la démocratie se définit comme une gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord. Et l'ambiance et l'esthétique démocratique voudraient que lorsque quelqu'un émet un point de vue, il faudrait qu'il y ait un point de vue contradictoire. Et c'est ce qui va donner l'esthétique. Jean-Marc Kabound
certes, membre du bureau, premier vice-président, parle, et vous savez qu'il y a eu des choses qui ont motivé véritablement cette sortie, c'est pas public. Quand cela ne tienne, mais il a posé un problème, un fait, en disant que bon, à quoi sert un congrès qui consommerait 7 millions de dollars. Bon, c'est une déclaration qui n'a pas rencontré l'assentiment, n'est-ce pas, de certains membres, du bureau et de l'Assemblée d'une manière générale. Surtout que, bon, Jean-Marc est connu par ses sorties qui, visiblement, est considéré de temps en temps comme étant récidiviste par les gens du FCC. Mais, parce que je vous parlais de la technique, moi je pense que on aurait pu opposer Jean-Marc les montants contraires. Il a parlé de 7 millions. Parce que c'est anodin. Mais on lui a demandé de démontrer ça. Il n'y est pas parvenu, c'est ça le problème. Excusez. Il dit 7 millions. On lui demande de démontrer. Mais celui qui doit démontrer, c'est celui qui est gestionnaire de l'Assemblée, qui dépense l'argent, qui est mécontent. Comme pour dire que voilà, Jean-Marc nous a accusé de 7 millions, nous dépensons seulement 200 000 dollars. Mais au lieu de présenter les chiffres contraires, on s'organise un peu à la zaïroise, justement pour faire partir Jean-Marc, pour montrer qu'ils ont des muscles. Et on a vécu pendant plusieurs années comme ça. Nous sommes en coalition, et il y avait 3 niveaux où on peut pouvoir résolver cette situation. Le premier niveau, c'est le bureau lui-même. Jean-Marc est premier président, premier vice-président. Il aurait pu être invité au niveau du bureau pour qu'ils en discutent. Madame la présidente aurait pu discuter avec Jean-Marc, etc. Ça n'a pas été fait. On aurait même élargi, on pouvait élargir justement le bureau par des commissions parlementaires, etc. pour écouter Jean-Marc. Et troisièmement, si ça, on n'a toujours pas intérêt d'attente, on peut aller jusqu'au niveau de la plénière. Ni l'un ni l'autre n'a été véritablement rendu opérationnel. Et les gens prennent la responsabilité de pouvoir faire partir l'allié principal, celui qui a négocié avec eux. Et pour dire quoi? Est-ce que ce n'est pas justement, c'est la question que je posais tout à l'heure, ce n'est pas l'expression de la légèreté de l'UDPS? Est-ce que cela ne veut pas dire que l'UDPS ne pèse pas et nous pouvons faire d'elle ce que nous voulons? Voilà, nous déboutons son premier président, son premier vice-président. Il faut retirer la légèreté. On n'est pas léger, on peut être une seule personne, mais on a des idées agissantes, on a des grandes capacités. Ne pèse pas trop, quoi. Oui, mais c'est un peu ça la vision politique à la zaïroise. On a trop de pseudo-hommes politiques politisés, tu vois, et qui visiblement croient que ce sont des muscles, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est ce qui constitue véritablement les atouts pour gérer un pays. Et c'est comme ça qu'on a retardé le développement de notre société. C'est cela, parce qu'on est dans la logique des muscles, on est dans la logique matérielle, etc. Quand on a l'argent, on voit les autres comme s'ils n'existaient pas, etc. Or, ici, nous sommes en coalition. Et la coalition, c'est une équipe nationale. On est ensemble, on est moulés, on n'a pas de couleur. Et l'un de nous a posé un acte, nous pouvons l'approcher et discuter avec lui pour que, parfois, si on estime que cela n'est pas vrai, que cela ne revienne pas et que le minimum soit préservé, parce que ça toucherait véritablement la coalition de manière générale. Et ça, on avait cette opportunité. Avec la déchéance de Jean-Marc, le minimum n'a pas été préservé. Non, ça n'a pas été préservé, et donc ça conforte véritablement la logique du FCC, qui est celle justement de n'avoir pas le cœur dans l'ouvrage, dans l'essence véritablement de construire la performance de la coalition. C'est cela. Donc à côté de Jean-Marc Akabound, il y a l'affaire Alexis Tanguy Mwamba, qui au contraire, qui est du FCC, à qui on a remis l'argent pour la réfection de l'hémicycle, et
il n'a pas, semble-t-il, justifié d'après Madame Joly-Goya, mais Jean-Marc a été déchu. Et les sénateurs, par contre, ont protégé leur président qui reste en place. Est-ce que ce sont des signes, j'allais dire, annonciateurs d'un avenir radieux pour notre pays? Non, moi je ne vois pas les choses comme ça, Luc. Vous voyez les choses comment? Je vois simplement que le pays est en difficulté. Oui. Que l'élite politique n'est pas disposée à rendre service à notre peuple. Et l'élite politique s'est beaucoup enrichie. On a créé des îlots d'abondance dans un océan de misère. Et on continue véritablement à prospérer dans cette logique. Imaginez-vous que les gens se disent, bon, parce qu'on accuse Jean-Marc d'avoir posé un acte contrôlé, etc., même si personne n'est arrivé à lui opposer des chiffres contraires, etc. Ok, mais Jean-Marc n'a pas volé. Jean-Marc n'a pas posé un acte contrôlé. Et je me suis beaucoup. Nous parlons d'Alexis Tambwe-Monga. Et donc, lorsqu'on se trouve, il n'y avait même pas de présomption, c'est mon détournement dans les chefs de Jean-Marc. Mais quand on arrive au Sénat, il y a cette présomption, il y a même une motion d'une députée, d'une sénatrice, etc., qui demande des explications au président de l'Assemblée. Quelle doit être la suite pour vous? Et les sénateurs se réunissent et ils disent, niet, on ne peut pas lever, comment on dit, l'immunité pour qu'il soit poursuivi. Voilà. Est-ce qu'ils ont mal fait? Moi, je dis c'est de leur droit d'accepter ou de refuser dès lors qu'ils estiment que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas plausibles. Cependant, moi je pense, pour des raisons d'esthétique démocratique et d'élégance, d'éthique, sans étiquette, on aurait pu aussi laisser la justice faire son travail. Tel n'a pas été le cas. On a travaillé comme d'habitude. Est-ce que vous pensez que c'était un précédent dangereux pour l'avenir du pays? Il ne faut pas... je ne voudrais vraiment pas perdre l'espoir, mais je voudrais simplement dire qu'il y a de nos compatriotes qui sont dans certains regroupements politiques, qui se sont enrichis insolemment et qui croient qu'ils ont hérité le Congo de leurs parents. Et qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ont la possibilité d'avoir la force financière, d'avoir la capacité, d'avoir une influence sur les forces de sécurité. Et donc, plus personne ne peut oser dire quoi que ce soit en dehors d'eux. Et moi, je leur demande à ce qu'ils puissent comprendre que il n'y a pas un peuple qui a souffert en Afrique comme le Congo aujourd'hui. Vous savez, mon cher ami, lorsque vous regardez la géopolitique africaine, il y a des grandes évolutions, vous savez. Je lisais hier le produit intérieur brut à parité de produits d'achat, de prix des produits, de parité d'achat. Et j'ai vu que le pays, par exemple, comme l'Égypte, il est à 1116 milliards de dollars. 1116. Et lorsque vous prenez par exemple des pays comme l'Afrique du Sud, vous êtes dans les 1054, 1000, pas 900, 1054 milliards de dollars. C'est la locomotive en Afrique centrale, en Afrique du Sud. Et l'Égypte, c'est la locomotive en Afrique du Nord. Vous prenez l'Éthiopie, on est à 984 milliards. Et vous prenez la locomotive en Afrique centrale, qui est le Congo, on est à 72 milliards. Vous voyez comment les chrétiens... Et donc, le départ, la montée, moi je suis panafricaniste, le déclenchement de l'avenir de l'Afrique passe par le Congo, qui est moribond, qui est à genoux, et l'élite n'a pas conscience. Alors, on va véritablement fonder nos querelles sur des choses inutilement inutiles. Entre-temps, au lieu qu'on réfléchisse sur des grandes innovations, des grandes offres et un horizon politique pour préparer l'avenir,
pour préparer les générations futures, pour préparer notre crédit tout au long de notre histoire. Rien du tout. Et il y a des gens qui ont trouvé une opportunité, qui ont semblé faire partie de Mobutu. Nous, on croyait que Mobutu est parti, et donc c'est Mobutu plus qui arrive. Et ça, c'est le danger public. C'est le danger. Nous pouvons avoir le président, le Félix Tshisekedi, avec une volonté très volontariste. Et personne ne peut le contester. Je me suis beaucoup fait que je termine par là. Et tout le monde, que ce soit le FCC, que ce soit les citoyens qui ne sont pas suffisamment informés parce qu'ils souffrent de la résignation, que ce soit l'opposition actuelle, etc. Tout le monde tire de boulet rouge au moment où ils sont conscients que l'arrangement institutionnel, l'organisation de notre politique ne donne pas au président les prérogatives de gérer les affaires publiques. Et c'est donc le gouvernement de la République. Et ce gouvernement est une coalition composée de 65% des ministres du FCC et 35% du ministre de Cash. Alors maintenant, on dit non, c'est le président qui annonce la responsabilité. Quand vous dites que c'est Mobutu qui arrive encore, là vous voulez parler du président de la République ou est-ce que vous voulez parler de l'Assemblée nationale ou est-ce que vous voulez parler du gouvernement à configuration FCC qui revient? Vous savez, non, je ne parlais pas. Le président, nous avons combattu Mobutu, oui. Nous avons combattu la Kabylie, et nous avons un projet, nous avons un horizon politique, nous avons une offre politique, et nous voulons, et le président démontre très clairement qu'il est dans une dynamique où il voudrait véritablement porter le changement dans notre pays. Mais, vous savez, les manquetas, les manquetum, ce qu'on appelle des forces manquémologiques liées aux séquelles, aux traces dites au système que nous avons subi, ne donnent pas la possibilité ni l'opportunité à l'élite politique de changer. Et donc, malgré la volonté du président, n'ayant pas la majorité parlementaire, etc., on est voué véritablement à aller avec une vitesse de tortue. Voilà. Donc, mais là où je suis inquiet, et si je suis venu, Luc, c'est parce que je n'ai pas dormi. J'écoute les uns les autres tirer de boulet rouge sur le président de la République. Mais donnons même pas une minute de réflexion pour dire comment nous on est organisé. Qui doit faire quoi? C'est depuis novembre que ce programme, par exemple, de 100 jours a été confié véritablement, a été intégré au programme 2020 du Premier ministre Ilon Kamba. Alors, on va continuer à tirer. Et les gens disent, mais écoute, mais cette fois-ci-là, on a bousillé de l'argent, on a volé de l'argent, etc. Écoutez, vous savez, depuis quand on nous a donné la mesure de GoPass, lorsqu'il faut faire l'Europe ou l'étranger, c'est $50, peu importe le pays. Lorsque vous êtes dans des villes, vous voulez venir à Kinshasa, vous voulez aller, vous savez, c'est $10. Et vous savez, il y a des taxes territoriales. Ça fait combien d'argent par jour, par an? Est-ce qu'il y a eu changement? Vous avez vu les aéroports et les aérodromes organisés, arrangés? Et puis, en dehors de ça, vous savez que nous avons connu en 2015. Non. Ça veut dire que, finalement, cette cette alternance, c'était pour rien. Rien n'a changé, quoi. Non, mais les forces, les pesanteurs, toutes les forces qui ont subi des systèmes, qui ont difficile à changer, à s'accommoder au nouveau système, qui portent sur un état de droit où il y a la justice distributive, ces forces-là ne veulent pas lâcher prise. Ces forces-là ne veulent pas lâcher leur prise de finition. Et nous disons que cette alternance, oui, parce que nous avons un président de la République qui est en train d'imprimer une vision, mais il y a des douleurs d'enfantement, mais il y aura un moment où, véritablement, cette vision devra se cristalliser. Et il y aura un bon bonissement. Je suis confiant de ça parce que j'estime que le Congolais, qui sait que notre peuple est coupé dans la misère la plus intolérable, va justement avoir un sursaut d'orgueil pour s'accommoder par rapport à la vision du président de la République. Et c'est comme ça qu'on va relever le vrai défi qui est celui de lutter contre Alors, on va terminer cette émission avec l'affaire Mukuna. Vous avez l'impression que Mukuna est poursuivi de suite des déclarations de Mami Tibola qui dit avoir été violé, et c'est là pas une seule fois, plusieurs fois. Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a autre chose en dessous de laquelle le pasteur, il s'appelle l'évêque, Mukuna est poursuivi? L'évêque.
est-ce que vous avez l'impression qu'il est poursuivi pour l'affaire Tibola, ou est-ce qu'il y a une autre affaire qu'on ne veut pas faire voir clairement au public, ce pourquoi le pasteur ou l'évêque Mukuna est poursuivi? Je sais que la démocratie, je suis panafricaniste, la démocratie que nous utilisons, c'est une démocratie fondamentalement occidentale qui n'est inadaptée par rapport à notre situation. On va souffrir, il y aura toujours des conflits récurrents, etc. Et donc, parce que nous ne sommes pas accommodés par rapport à cette démocratie. C'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais également dire à tous ceux qui nous suivent que être pasteur, être évêque ou être journaliste, enseignants, compagnie, etc., ce sont des citoyens de la République. Et ces citoyens de la République sont divisés à différentes composantes. Et chaque composante participe, contribue à la performance des institutions de la République, y compris les pasteurs. Et donc les pasteurs sont censés véritablement faire l'implémentation de l'action publique. J'allais dire faire le monitoring, contrôler, donner leur point de vue, pour que les institutions qui ont en charge, n'est-ce pas, de jouer leur partition, prennent les responsabilités. Et le rôle d'un pasteur, c'est justement de donner un point de vue. Et il y a des pasteurs qui ont un point de vue agissant, il y a des pasteurs qui ont un point de vue moyen, etc. Mais Mukuna, certes, a été une fois soutenir le régime sortant, etc. Et il a toujours donné ses raisons, en tort ou en raison. Aujourd'hui, il pose des questions questionnantes, des questions qui appellent des questions importantes, qui ont des relations directes avec les intérêts de tout un peuple, etc. Et donc, il peut le faire, parce que j'attends même des intellectuels qui se déclarent universitaires, lui renier ce droit de pouvoir poser des questions, pour que les institutions qui prennent des décisions stratégiques jouent leur partition. Donc, quand il le fait, ce n'est pas un crime de lèse-majesté, bien au contraire, c'est de la responsabilité citoyenne. Troisième chose, à la question de savoir, est-ce que c'est pour des raisons de viol, et vous dites que ces viols sont intervenus plusieurs fois, c'est pas ce que vous donnez comme contenu à ce genre de viol, d'une dame qui a la majorité civile, qui a même fait des enfants, et qui est connue, veuve, compagnie, etc. On dit non, viol, et qui revient de temps en temps pour qu'elle soit violée, et qu'aujourd'hui, elle puisse justement poser les problèmes. Donc écoutez, je ne suis pas justice. Le problème est en justice, la justice pourra véritablement clarifier. Mais il y a des indices. Quand vous entendez les audios, vous entendez que cette dame est dans un processus, ça fait un bail, elle est guidée, elle est accompagnée par des personnes justement pour brandir cette infraction. Hier, je voyais même cette dame qui a déposé, non, je ne voudrais pas prendre le risque de le faire, mais j'ai vu dans... Je ne sais pas si c'était un montage, mais en tout cas, il était à la banque, déposé, lui qui plaire tout le temps, qu'il avait besoin de l'argent, mais elle était à la banque, etc., pour déposer, et j'ai suivi cet audio, j'ai vu les images, justement, dans une banque. Elle a eu cet argent où? Donc, alors maintenant, on n'a pas quitté la situation antérieure. On est dans une situation où il n'y a que les malins, il n'y a que les magouilleurs, les mafiateurs, qui gagnent, les hommes sérieux, les hommes responsables, le Congo et les Congolais ne gagneront pas tant que nous aurons ce type d'élite qui visiblement démontre qu'ils sont en train véritablement de travailler pour le peuple, mais ils ne le font pas, ils sont en train de faire autre chose. Je vous remercie de tout cœur, monsieur Norbert Yamba. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes président de la nouvelle vision panafricaniste, vous êtes consultant international sur la question de développement et de décentralisation, vous êtes également secrétaire général de l'Afrocentricité internationale, section RDC. Donc, je vous rappelle que merci de vos analyses et que je vous rappellerai très prochainement sur ce même problème pour faire votre lecture sur comment les choses vont évoluer dans notre pays. Je vous remercie de tout cœur et à vous, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux à notre peuple de commencer à regarder les choses avec beaucoup plus d'attention parce que si on ne se met pas debout, si on regarde les choses avec un regard regardant, écoutez, on aura les yeux qu'un peu pleurer parce que je ne vois pas que l'élite nous devra suivre. Très bien. Je vous remercie aussi pour votre langage un peu philosophique. Ça fait du bien, ma foi, dans la vie de la nation. Merci. Un regard regardant. Bien entendu. Bien entendu. Merci et à bientôt. Quiconque les voit dit que oui, il est là pour moi. Il ne faut pas oublier que le corona a toujours existé, c'est la maladie des animaux. Et il y a un grand procureur qui m'a appelé à la Gombe pour me dire nous sommes des escrocs, mais c'est bon. Ce qu'il a fait, c'est la reste historique parce que nous avons assisté à un passage civilisé de pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Aux gens de La Fontaine, travaillez, prenez de la peine.